Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Christine Bouillot. Alors pour cette émission qui n'aura lieu que dans 4 ans, année bissextile oblige, 29 février, faire un débat. Ils sont déjà très en forme, nos débatteurs aujourd'hui. Vous le savez, on va parler dans un instant de l'inscription du droit à l'interruption volontaire de grossesse dans la Constitution, journée du 4 mars. Ça sera la journée définitive, mais on va revenir sur ce vote historique, on peut qualifier les choses ainsi. Hier soir au Sénat, Marine Le Pen qui se prépare à une 4e candidature, mais qui doit faire face à une Bardella mania. Donc comment les choses peuvent se dérouler. On va parler de l'inauguration. En ce moment même, Emmanuel Macron reçoit les clés du village olympique, ce village qui va recevoir entre 14 et 15 000 athlètes et qui va transformer donc cette partie de l'Île-de-France. Mais il y a beaucoup d'autres nuages sur les Jeux olympiques. Est-ce qu'il faut, comme l'a décrété le patron des Jeux, le patron de l'organisation, Tony Estanguet, une trêve sociale pendant les JO, puisqu'on le sait aujourd'hui, beaucoup vont en faire une caisse de résonance. Et puis enfin, l'accumulation des affaires qui concernent les violences sexuelles et sexistes, mais surtout sexuelles, l'affaire PPDA, Gérard Miller, est-ce que c'est la fin du silence? Je rappelle aussi que l'actrice Judith Godrèche est en ce moment même auditionnée par le Sénat, par une commission d'enquête contre les violences sexuelles, et elle demande donc la fin de l'impunité, en tous les cas, beaucoup plus d'action. On va débattre de tout ça avec vous, avec un plateau composé de femmes, mais je vais commencer avec vous pour saluer Jérôme. C'est pas possible. Quel honneur. Jérôme Dubu, membre du Polydé d'Horizon, mais ça ne vous fait pas peur, je le sais. Alexandra Spinner, bonjour. Alexandra, bonjour. Conseillère régionale LR d'Île-de-France. Geneviève Götzinger, bonjour. Geneviève, présidente de l'agence Image, et Christelle Nias, bonjour. Christelle, conseillère municipale à Villeneuve-Saint-Georges. Bonjour. Donc voilà le menu du jour aujourd'hui, qui est particulièrement chargé, je le disais, mais on va commencer avec vos coups de cœur, vos coups de gueule de l'actu. Geneviève, allez, à ma gauche. Oui, moi c'est un clin d'œil en fait, plus qu'un coup de cœur ou un coup de gueule, un clin d'œil à tous ceux qui sont nés le 29 février. Mais oui, qui les pauvres fêtent leur anniversaire aujourd'hui, mais une fois tous les 4 ans. Donc vous en connaissez? Mais pas du tout. Et vous? Pas du tout. Moi je suis née à 21 mai, moi le premier jour du Gémeaux. Je m'assume comme Gémeaux. 31 mai, comme ça. Gémeaux aussi, Alexandra, petite sœur. Donc oui, effectivement, une fois tous les 4 ans seulement. C'est quand même une bizarrerie du calendrier qui nous calendrier romain, qui nous vient des Romains, absolument. Et je me suis toujours demandé comment ils vivaient ça, en fait. Avoir un vrai anniversaire une fois tous les 4 ans seulement, se retrouver plus jeune que ses enfants à un moment, si vous comptez dans un an tous les 4 ans. Enfin, tout ça est une bizarrerie. Et voilà. Et sur le plan administratif, je me demande comment tout ça se passe. Alors, c'est 1 an plus tard. Toujours. Un an plus. C'est-à-dire, en fait, vous avez 18 ans. Bref, c'est une histoire d'1 an plus tard. Voilà. Et non, c'est effectivement. Et donc la prochaine émission qui aura sur Sud Radio avec des débatteurs, si l'émission est toujours là, ça sera dans 4 ans. Donc c'est vrai que c'est assez marrant. Voilà. Et ils ont un journal. Vous savez, il y a un journal qui paraît une fois tous les 4 ans. C'est son 12e numéro qui est paru là. Le 29 février 2024. Exactement. Vous avez vu plus long que les autres. Vous avez vu qu'il y a une famille où les 3 enfants, autre bizarrerie, sont nés 3 ou 4 enfants, je ne sais plus, qui sont nés le 29 février. Ah, mais là, c'est pas possible. Là, c'est au-delà de la bizarrerie. Ils ont 4 ans d'écart, alors. Ça, c'est un coup des parents pour les anniversaires. C'est pas possible. 4 x 3, 12. Des parents radins, moi. Voilà, c'est ça. Ça doit être ça. Allez, on continue, on fait le tour de table. Jérôme. Oui, alors, honneur aux femmes. Ah bah oui. Et coup de cœur à la France. Parce que nous sommes dans un sondage Equileap, qui est un sondage qui paraît tous les ans, qui est un sondage qui est fait au niveau mondial. Il y a à peu près 5000 entreprises, alors des grandes entreprises, pas des petites entreprises, des entreprises de plus de 1000 salariés, voire au-delà, sur l'égalité professionnelle femmes. Et il se trouve que la France est numéro 1. Alors, cocorico, parce que c'est la 2e année consécutive, nous avons gardé notre position sur l'égalité professionnelle homme-femme. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ils ont pris des pourcentages sur un certain nombre d'entreprises. Il y a plus de 5000 entreprises, je le disais tout à l'heure, qui ont été testées. Et sur ces 5000 entreprises, il y a donc des entreprises françaises qui sont très bien placées. L'Oréal, par exemple, est un groupe extrêmement bien placé sur l'égalité professionnelle homme-femme. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Il y a plusieurs baromètres qui sont dans ce sondage. Il y a le baromètre des conseils d'administration.
la féminisation des conseils d'administration. Là, nous sommes en tête aussi, la France est en tête. Nous sommes presque à 50%. Alors c'est bien. C'est les grands groupes, hein, je précise que ce sont les grands groupes. Donc avec des critères aussi, certainement. Le conseil d'administration, on est à 46%. Ça veut dire qu'on est presque à l'égalité. Je rappelle que la loi Copé-Zimmermann a plus d'une quinzaine d'années. Et donc en 15 ans, on a réussi, ce qui prouve qu'au fond, la loi est incitative. Tout le monde disait, un certain nombre de gens disaient mais la loi, on va pas la respecter, on va la contourner, etc. Non, voilà, on est presque à l'égalité sur les conseils d'administration, sur la féminisation des conseils d'administration. Ça veut dire que les obligations fonctionnent un peu sur les dirigeants. Alors sur les dirigeants, c'est moins vrai. On est à 27% de femmes sur les dirigeants. Présidents et directeurs généraux. Il reste un plafond vert quand même. Alors là, effectivement, on progresse. Alors ils disent effectivement qu'il y a encore 150 femmes à nommer pour les comités de direction des grandes entreprises pour atteindre le seuil des 30%. Voilà, on était à 25%, on progresse petit à petit de 2% par an, c'est pas beaucoup. C'est un peu le maillon faible de ce constat. Et puis sur la main-d'œuvre, plus généralement sur les salariés, on est à 40%. Bon, donc vous voyez la différence entre le fait de passer entre la main-d'œuvre classique des salariés et les dirigeants. 40-27. Là, il y a encore effectivement ce que vous disiez, un plafond de verre qui n'a pas été franchi. Mais je crois que ce qui est très significatif, c'est et il y a eu beaucoup d'actions qui ont été menées. Ce sont les conseils d'administration. Là, c'est quand même très significatif. Hein, on est quasiment à la parité. Voilà. Derrière suivent l'Espagne, l'Italie, l'Allemagne. Voilà, hein, donc c'est important de le souligner parce que on voit aussi que l'Espagne, par exemple, a une politique sur l'égalité, sur les violences faites aux femmes, sont très en pointe. Sont très en pointe. Les Italiens, contrairement les Espagnols, les Italiens stagnent et l'Allemagne aussi, donc c'est intéressant. Derrière nous, on a le Royaume-Uni qui est assez bien placé dans les conseils d'administration, un peu mieux placé que nous sur les directions, sur les jobs de direction, mais on est bien. Voilà, on est premier. Et vous parlez de L'Oréal, mais en tous les cas, ces groupes-là qui se féminisent énormément dans les comités de direction ont des très bons résultats. Je dis ça comme ça. Alors c'est pas facile. Hein. Moi, je mets un bémol pour arriver à 46%. Il a fallu entre guillemets ramer. C'est-à-dire que c'est pas facile de trouver encore des femmes dans les conseils d'administration des grandes entreprises. Alors pas facile parce qu'elles ont un plafond de verre, parce qu'on leur met du barrage. Pas facile parce que d'abord il y a des critères qui sont assez restrictifs. C'est-à-dire qu'on demande effectivement d'avoir occupé un poste de direction. On a vu qu'il y avait que 27% de femmes. Donc déjà ça limite l'échantillon disponible, si je puis dire. Et puis deuxièmement parce que dans un conseil d'administration il faut s'engager. Sinon ça sert à rien. Et quand il y a la charge de la famille, effectivement, c'est encore très compliqué pour les femmes. Donc c'est compliqué. Oui, il y a encore... Oui, enfin... moi, honnêtement, je ne pense pas que ce soit la charge de la famille qui empêche les femmes d'accéder aux responsabilités et, en l'occurrence, au conseil d'administration. Je pense qu'encore il y a une espèce de barre, comme ça, de barrage infranchissable qu'elle se fixe parfois elle-même. Et nous, on voit bien que les femmes, elles prennent des responsabilités, qu'elles arrivent à concilier leur vie de famille et leur vie de professionnelle. Et je trouve que c'est toujours un peu facile de dire oui, elles ont la charge de la famille, mais elles ont réussi à faire la preuve qu'elles portent les deux et avec beaucoup de succès. C'est ça, mais il faut porter les deux. C'est ça. On est d'accord. C'est qu'il y a encore l'obligation de porter les deux. C'est un petit coup de pied de l'âne, ce sondage, quand même, à la sphère politique française. Au Sénat, on est à 37% de femmes. Oui. Voilà. Là, on est à 46% dans les conseils d'administration des grandes entreprises. Pour trouver C'est-à-dire qu'on est à 10% de plus par rapport à nos institutions parlementaires. Il y a encore du chemin. Il y a encore du chemin, évidemment. On va revenir sur ces sujets-là tout à l'heure. Mais pour l'instant, on va faire l'info de 11h, les courses, et on se retrouve avec nos 4 débatteurs sur Sud Radio. À tout de suite. Retrouvez Sud Radio Parlons Vrai à Lyon sur 105.8 FM. Sud Radio, Parlons Vrai. Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Christine Bouillot. En ce 29 février, nous sommes autour de la table avec Jérôme Dubu, membre du pôle ID d'Horizon. Nous sommes également avec Alexandra Spinner, conseillère régionale LR d'Île-de-France, avec Geneviève Götzinger, présidente de l'agence Image, et Christelle Niasme, conseillère municipale à Villeneuve-Saint-Georges. On va revenir dans un instant sur ce vote hier soir au Sénat, ce vote que l'on qualifie d'ores et déjà d'historique, mais ça sera sans doute historique le 4 mars, véritablement
véritablement avec le congrès qui se réunira à Versailles, mais on en est au coup de cœur et au coup de gueule de vous quatre. Je continue avec Christelle. Vous aviez, vous, un coup de cœur pour une décision qu'a pris le maire de Compiègne. Oui, tout à fait. Le maire de Compiègne, alors j'ai vu ça ce matin, je trouvais ça tout à fait intéressant et ça faisait écho à peut-être un sujet que j'avais déjà évoqué et qui me tient à cœur. Donc il a pris la décision, ce maire, avec l'ensemble de sa communauté d'agglomération, de mettre des notations. Alors ça peut paraître bizarre, mais des notations aux locataires pour les attributions de logements. Et donc là, il serait question d'avoir des bons, mauvais locataires. C'est peut-être pas l'idée, mais en tout cas, quand on est délinquant, qu'on contrevient à la qualité de vie dans la résidence, eh bien que ce soit moins facile d'acquérir un logement social. Alors moi, c'est un coup de cœur parce que je me dis qu'effectivement, un logement social, c'est une chance. Je le vois au quotidien, c'est une chance. C'est souvent à vie, un logement social. Et quand on voit qu'on a des mutations régulières sur des logements qui sont faites pour des familles qui n'en peuvent plus de vivre dans des conditions absolument innommables dans leur résidence, eh bien peut-être qu'à un moment donné, on devrait s'acheminer vers une réflexion sur les personnes qui rendent le quotidien difficile. C'est une chance. Alors une attribution, 2 attributions, et puis peut-être qu'au bout d'un moment, on n'est pas obligé de bénéficier des moyens que donne la collectivité. Mais comment on attribue cette notification, cette classification comment vous savez? Je crois qu'il n'a pas encore défini les critères exactement. Ils ont fait des grilles. Vasouillard, honnêtement, ce qu'il a annoncé. Ils ont fait des notations avec plus ou moins. Mais je pose une question. Alors, c'est déjà sous le spectre de la CNIL, vraisemblablement. D'abord, parce que c'est sur son quota. Élus autour de cette table. C'est sur son quota uniquement. C'est sur le quota du maire, c'est pas sur les autres quotas, ni le quota préfectoral, ni le quota 1% logement. Donc ça n'est que 30% des logements, donc les autres, a priori, ne seront pas concernés. Mais je vois pas très bien comment il va coter, il va coter ça, parce que il y a déjà des cotations dans les commissions d'attribution. Ah bah si. Non, c'est si. Ah bah j'en expliquez pas des cotations liées au revenu, expliquez-le au patrimoine. On a anonymisé dans un certain, par exemple la ville de Paris. Ce sont des cotations financières. Non, pas du tout. A anonymisé tous les dossiers. Donc le nom n'apparaît pas, l'adresse n'apparaît pas, et nous n'avons qu'une cotation. C'est-à-dire en fonction de l'urgence, en fonction évidemment des revenus, mais ça, tous les revenus dans les logements sociaux, c'est plafonné, vous le savez bien. Et donc la condition de la famille. La condition de la famille, etc. Donc on a déjà, dans ce qui nous est présenté, il y a 3 candidats dans ce qu'on appelle des commissions d'attribution logement, des caléoles. Il y a 3 candidats qui sont présentés théoriquement et évidemment avec une cotation et anonymisés. En tout cas, sur la ville de Paris, c'est comme ça que ça se passe. Et vous l'avez dit, ça reste théorique, parce que dans la pratique, c'est beaucoup plus complexe. On a effectivement également dans la loi Elan, c'est clairement défini que sur du patrimoine qui est très défavorisé, on est censé envoyer des familles des quartiles donc plus favorisés, donc pour pouvoir créer une mixité sur les territoires. Mais ça ne se traduit pas comme ça dans les faits. Pourquoi ? Parce que tout simplement, quand vous allez avoir une famille qui, on va avoir, bénéficie de revenus, on va dire, d'une classe moyenne. Quel intérêt cette famille a à venir, même si le loyer est moins cher, sur une ville comme la mienne, où le patrimoine est dégradé, la qualité de vie est pas encore au niveau que nous le souhaitons. Donc cette famille, elle va s'orienter vers d'autres types de logements. Et nous, finalement, sur les logements dont nous allons bénéficier, parce que le patrimoine est dégradé, pas rénové, la qualité de vie ne va pas avec, eh bien finalement, on se retrouve avec des logements donc qui sont vacants et qui vont être réattribués à des familles qui sont encore défavorisées. Alors, puisqu'on parle de logement, je voudrais souligner quand même que le numéro français de la construction aujourd'hui va annoncer un plan social massif. Le groupe Nexity qui va licencier effectivement, puisque la construction est au point mort et c'est une crise d'immobilier qui prend tout son sens aujourd'hui. Ça fait partie des sujets à suivre. Vous parliez de logements sociaux, de rénovation. On voit qu'il y a quand même quelque chose d'énorme qui se profile devant nous. C'est un débat qui devrait être national sur le logement. La prochaine grande crise que nous devrons affronter, c'est la crise du logement. Tout à fait. Vous pensez, oui, on y est déjà. Vraiment. Oui, on est à 94 000 demandes. En tant que bailleur social d'Action Logement, à titre professionnel, là je m'exprime à titre professionnel, nous avons racheté 30 000 logements aux promoteurs et la Caisse des dépôts en a racheté 20 000. C'est-à-dire qu'on a racheté 50 000 logements en 2023-2024, puisque c'est sur 2 ans, aux promoteurs pour leur sortir la tête de l'eau. Alors ça ne suffit pas. Mais enfin, on a fait un effort. Et tous ces logements sont des logements intermédiaires. C'est ce qui doit manquer dans votre commune, je pense. Des logements intermédiaires pour faire venir une autre population. Alors c'est très compliqué. Mais quand bien même, c'est ça, c'est la difficulté, c'est l'attractivité également du territoire. Et c'est pour ça que je pense, et c'est ce que de nombreux élus autour de moi réclament, qu'il y ait une vraie réflexion. Parce que la crise du logement, on la résoudra pas, je crois, en continuant d'accroître le nombre de logements. Ça n'est pas que ça. Je pense qu'à un moment donné, il faut avoir un regard, il faut dézoomer. C'est pas à l'échelle d'une commune, c'est pas à l'échelle d'un département.
logement. C'est pas à l'échelle de la région seulement. Il faut dézoomer. C'est un sujet national. Mais ce que vous dites, Christelle, c'est que la difficulté du mixage social est plus complexe à mettre en œuvre que simplement les grandes décisions politiques où on dit il faut tant de logements sociaux. Mais ça marche dans les deux sens. Oui, bien sûr, mais parce que aussi les quartiers d'enfermement, ils pénalisent les plus fragiles. Donc il y a un grand tabou auquel on doit faire face et qui doit sauter absolument, c'est aussi la mobilité. Un logement social, c'est pas pour toute la vie. Exactement. Voilà, on peut espérer que dans la vie d'une famille, il y ait des étapes et qu'on puisse, à un moment donné de sa vie professionnelle, de sa vie familiale, accéder à une location dite classique. Voilà. Et moi je pense, il y a un autre sujet dont il est interdit de s'emparer parce qu'on est tout de suite taxé d'extrême droite, mais il n'est pas normal que ceux qui sont en première ligne ne puissent pas accéder aux logements sociaux. Nos policiers, nos infirmières, nos enseignants. Est-ce que vous trouvez normal que quand un policier travaille dans une commune, il doit faire 1 heure, 1 heure et demie de trajet pour aller retrouver son logement? Ça n'est pas acceptable. Donc il faut, à un moment donné, avoir une vision claire et honnête sur le sujet. Voilà. Alors sur l'affaire de la géographie du logement, des besoins en logement, moi je suis pas tout à fait d'accord. C'est pas un problème national, c'est bien un problème régional. C'est-à-dire que vous enlevez l'Île-de-France, vous enlevez PACA, vous enlevez Rhône-Alpes dans une certaine mesure, et puis Nord-Pas-de-Calais, vous avez réglé le problème du logement. En fait, il y a 5 ou 6 régions. Oh. Ah bah quasiment. C'est des grosses régions quand même. Mais là, vous donnez les grosses régions. En termes de population, la Nouvelle-Aquitaine, allez-vous loger à Bordeaux ou à Toulouse quand vous avez un petit revenu, c'est compliqué. Alors dans les métropoles. Les métropoles, mais même quand vous habitez au Pays Basque. Jérôme, habiter au Pays Basque, pour un jeune qui s'installe ou un couple moyen, vous allez voir la crise du logement au Pays Basque, c'est terrifiant. Oui, mais la quasi-totalité des demandes de logement social, le reste, moi, je connais moins. D'ailleurs, on les identifie. Mais là aussi, ils ont des problèmes avec les logements sociaux. Oui. C'est-à-dire que soit on construit plus et ils disent des élus locaux, on a construit. La quasi-totalité de ces demandes de logement social, elles sont concentrées dans ces régions. Non mais question par rapport à ce qu'a demandé Alexandra. Donc j'imagine qu'on a un logement social sous condition de revenus, de ressources, et ensuite on le garde toute la vie, même si les ressources évoluent. Absolument. C'est ce qu'on appelle le droit au maintien dans les lieux. Sauf que quand vous dépassez les plafonds, on vous vide pas. Vous avez un surloyer, le surloyer de solidarité, le SLS. Mais le logement reste occupé. Et le surloyer de solidarité, il peut atteindre parfois les loyers du secteur privé. Donc c'est quand même incitatif à partir, le cas échéant. Théoriquement, oui. C'est fait pour ça. Oui, en théorie. Mais quel est l'intérêt de demeurer dans un logement social si vous payez un surloyer quand vous n'avez pas. Oui, mais vous vous retrouvez dans un environnement peut-être plus agréable, à loyer équivalent. Solidarité, tous les ans. Il y a une part de logements sociaux dans des quartiers ou dans des immeubles récents aussi qui sont. Voilà, on n'a pas envie non plus de bouger, on a ses habitudes. Il y a plein de raisons certainement qui font que. Il y a aussi urgence à relancer la construction, parce que la vérité, c'est qu'on sort d'un quinquennat où Macron a complètement abandonné la politique du logement, et on voit bien que cette crise, elle va nous arriver en pleine figure, et j'espère qu'on saura la gérer. Alexandra, puisque vous avez la parole, quand le bâtiment va, tout va. Pour l'instant, ça va pas. Macron, vous savez bien, Jérôme, il est responsable de tout. C'est comme la France en Afrique. Macron en France, la France en Afrique. Responsable de tout. On va faire, avant la pause, votre coup de gueule contre une histoire effectivement étonnante. Oui, une histoire étonnante. La folie wokiste a frappé de nouveau et fait une nouvelle victime, Mary Poppins. Qu'est-ce qu'elle a fait? Ah mais oui, 60 ans après la sortie de ce film qui a quand même enchanté petits et grands, ce film va changer de classification pour devenir un film à regarder en présence d'un adulte. Oui, vous avez bien entendu, en présence d'un adulte. Alors, la cause, l'usage d'un terme péjoratif et discriminatoire. Vous vous souvenez de la divine Julie Andrews, qui campe cette gouvernante au pouvoir magique, chargée de l'éducation de 2 bambins d'une famille britannique très aisée. Eh bien, désormais, Mary Poppins est un film classé PG, autrement dit à regarder sous la surveillance d'un adulte, censé vous aider à décrypter et supporter des scènes insoutenables et des propos susceptibles de heurter votre sensibilité. Alors le British Board of Film Classification considère
écoutez bien, que l'amiral Boom est un irrécupérable raciste. Il fait donc référence aux Hottentots, un terme péjoratif utilisé par les colons européens pour désigner un peuple d'Afrique australe. Et souvenez-vous, dans le film, il l'utilise pour désigner les ramoneurs qui ont le visage couvert dessus. Voilà. Alors, plusieurs films sont déjà concernés. Vous avez Aladdin, Peter Pan, La Belle et le Clochard. Autant de films traumatisants, vous en conviendrez. La politisation paranoïaque continue dans ses dérives vertigineuses et s'attaque à la culture de tout un peuple. Et il vise, et je trouve que c'est inquiétant, à supprimer l'altérité. À supprimer un monde où la différence existe, et on veut donc un monde totalement aseptisé, où on ne heurte personne, où tout doit être normé comme de la plomberie. Est-ce que vous avez envie de vivre dans un monde pareil? Non. Et tout ce qui peut nous émouvoir, tout ce qui peut nous interpeller, tout ce qui peut nous interroger doit être éradiqué. Alors le wokisme, c'est une tyrannie qui bannit, une tyrannie qui exclut et une tyrannie qui interdit. Alors, vive Mary Poppins et sa phrase magique, supercalifragilistique. Et son la fin, voilà, expialidocious, c'est tout à fait consternant. Voilà, donc c'est effectivement, je découvre en même temps que vous, et peut-être la question qu'on peut se poser aussi, n'y a-t-il pas d'autres sujets sur lesquels ce combat doit être mené, et d'autres endroits, notamment pour protéger nos jeunes? Oui, je pense. Oui. On est bien d'accord. TikTok, hein, en ce moment. Oui. TikTok, terrifiant. Effrayant. Oui. Et il y a beaucoup de choses, effectivement, qu'on peut soulever. Bon, merci beaucoup, Alexandre. Alors, ce que je vous propose, on se fait une petite pause. On se retrouve juste après. Et on va ouvrir un débat autour, donc, du vote hier au Sénat, qui a donc approuvé l'inscription de droit à l'avortement dans la Constitution. Le vote se fera lundi à Versailles. Sud Radio, votre avis fait la différence. C'est la seule radio qui donne des informations, on peut s'interroger. C'est pas facile tous les jours, mais pour ma culture, c'est parfait. Sud Radio, parlons vrai. Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Christine Bouillot. En compagnie de Jérôme Dubu, Alexandra Spinner, Geneviève Götzinger, Christelle Niasme, on ouvre notre débat tous ensemble. Alors c'est un hasard qu'il n'y ait quasiment que des femmes, Jérôme, autour de cette table pour parler de ce sujet de l'IVG. Je le dis parce que hier on en a parlé, il n'y avait que des hommes, on soulignait l'importance, mais sur l'importance politique. L'importance politique, vous avez vu un peu le... Bon. Bah allez-y Jérôme, vous ouvrez les hostilités. Attendez, quand même. C'est-à-dire on est à parité politique. Oui. C'est formidable. Mais oui. Voilà. Aussi. Mais simplement sur le symbole politique. Est-ce que moi je me suis posé la question hier, compte tenu de tout ce qui s'est passé, des discussions qu'il y a eu, des débats qu'il y a eu au long cours, des débats qui ont été longs d'ailleurs au Sénat, il y a eu quand même des discours importants, je trouve que c'est important de se rediffuser. Est-ce que les sénateurs n'avaient pas d'autre choix finalement que d'approuver cette inscription? Je sais pas, les groupes du Sénat avaient laissé la liberté de vote, ce qui était heureusement pour eux d'ailleurs, parce que heureusement qu'ils n'ont pas imposé... et notamment le groupe LR n'a pas imposé un vote, parce qu'ils auraient été malheureusement extrêmement bâchés, compte tenu du résultat. Parce que je rappelle le résultat, il n'y a eu que 50 votes contre au Sénat, alors qu'on s'attendait à une petite majorité très très faible. Ouais. Bon. Alors le groupe centriste était passé depuis quelques jours pour... ils ont eu raison d'ailleurs, et puis le groupe républicain, finalement, ceux qui ont voté contre sont minoritaires. Et on voit qui c'est. C'est toujours les mêmes. Bon, voilà. Bah oui, c'est toujours. Bah oui, il a raison. Il a raison. Moi, j'ai écouté ça hier avec une grande attention. On a essayé par des amendements de contourner, d'essayer de faire en sorte que le Congrès n'ait pas lieu. C'était ça l'idée. Que le Congrès n'ait pas lieu lundi. Parce que c'était le président de la République qui, au fond, avait décidé, avant que le Sénat ne vote, alors peut-être qu'il a fait une petite erreur, effectivement, de préséance, de fixer ça la semaine prochaine. Bon, ok, mais c'est pas pour ça qu'on vote contre. D'accord. C'est pas pour ça qu'on vote contre. Et moi, je trouve que c'est une grande victoire. Et même au Sénat, c'est une grande victoire. Alors, Alexandra. Je précise tout de suite que je suis une fervente défenseur de la liberté des femmes à pratiquer personne n'en doute, l'avortement. Mais... manifestement, il faut quand même le préciser.
Moi, je trouve que c'est un petit bijou marketing formidable. Hein. C'est une opération... Croyez? Pardon ? Vous croyez ça ? Ah, je le crois, oui. Je pense que c'est une opération de... le timing politique est formidable. Congrès le 4 mars, la journée des femmes, le président de la République, Emmanuel Macron, va délivrer un message aux femmes du monde entier. Tout ça, c'est très bien. Mais est-ce que vous pensez que ça change la vie des femmes concrètement? La politique, c'est fait pour changer la vie des femmes. Et pratiquer l'IVG dans certains territoires, c'est encore un parcours de combattant. Donc tout ça, c'est bien beau. Moi, je rappelle quand même, personne ne l'avait évoqué, mais vous avez un petit territoire qui s'appelle l'Andorre, hein, qui est entre la France et l'Espagne, que vous devez très bien connaître. Devinez quoi ? En Andorre, l'avortement est interdit. Il est interdit, y compris pour les femmes victimes de viol, et y compris si la grossesse présente un danger pour les femmes. J'aimerais terminer. Devinez qui est coprince d'Andorre. Oui, mais on sait. Le président de la République. Non, ça n'est pas un détail. Je suis désolée. La politique, c'est fait pour changer la vie des femmes. La politique, c'est aussi des symboles. Et là, on est dans le symbole. Et le symbole est extrêmement fort. C'est un très beau symbole. Mais on nous a parlé de la Pologne, on nous a parlé de la Hongrie. Très bien, mais ils n'ont pas la même histoire politique que nous. En France, l'IVG n'est pas menacée. Ce ne sont pas des démocraties laïques. Moi, vous voyez par exemple le décret en 2016 qui avait élargi la pratique des IVG médicamenteuses aux sages-femmes. Ça, c'est quelque chose qui a changé la vie des femmes, concrètement. Moi, ce que je veux, c'est que... Non, bien sûr. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est une opération de communication politique magnifique, mais qui ne change pas la vie concrètement des femmes, c'est tout. Geneviève. Moi, je suis très fière que mon pays, la France, qui est un pays porteur de valeurs universelles, soit le premier à constitutionnaliser cette liberté, qui est remise en cause dans un certain nombre de pays, qui peut l'être demain en France, même si c'est pas le cas aujourd'hui. Donc, je crois effectivement en France, cette liberté n'est pas menacée. Je crois aujourd'hui. Personne ne sait ce qui se passera en 2027, en 2032. Personne ne sait cela, donc personne ne peut... et la politique, c'est aussi la capacité à anticiper l'avenir et à anticiper les risques. On est un pays porteur de valeurs. Les symboles en politique, c'est excessivement important. Et donc que cette garantie de cette liberté soit donnée aux femmes françaises avec, j'espère, un effet d'émulation sur d'autres pays, ça me semble très important. Et en tout cas, moi, j'en suis, mais d'une très, très grande fierté. Moi, je serais fière quand toutes les femmes sur le territoire pourront avorter librement et dans les meilleures conditions. Voilà. Non, mais on peut toujours dire on fait pas ça parce qu'il faudrait faire ça avant. Mais enfin, que dirions-nous s'il y avait eu un vote contre ? Mais il était impossible le vote contre. Vous pensez, Christian? Bien sûr que le vote était, enfin, je veux dire, là, c'était quasiment impossible pour les sénateurs ou quel que soit le parti de voter contre. Là, on avait les personnes qui sont pour ou contre la liberté fondamentale, le droit des femmes. Enfin, je veux dire, c'est en termes de... Moi, je rejoins complètement ce que vous dites sur la notion de... Ce matin, j'entendais la porte-parole du gouvernement parler de l'art de la diversion. Moi, je parle de l'art de la diversion du gouvernement. Effectivement, le calendrier est très bien choisi et on parle de droit à l'accès à ce droit fondamental qui est l'IVG. Aujourd'hui, sur nos territoires, juste des statistiques. Il y a en 10 ans, la moitié des gynécologues ont disparu. On n'a pas de gynécologue, on ne peut pas accéder. Pour pouvoir, avant de bénéficier d'un droit, de le constitutionnaliser, il faudrait déjà qu'au quotidien, les femmes puissent accéder à cette possibilité de pouvoir avorter. En dehors du regard qui est porté sur la femme qui va se poser une question, un gynécologue, c'est impossible de le trouver aujourd'hui. On fait appel à des sages-femmes, c'est plus possible. Les centres ferment. C'est impossible, les centres ferment. Jérôme. Les femmes ne se soignent pas. Mais si vous voulez, moi je veux bien tout ce qu'on veut, mais l'un n'empêche pas l'autre. C'est pas parce que il y a encore des difficultés au droit à l'avortement pratique, j'allais dire au quotidien, pour un certain nombre de femmes. Et ça, j'ai pas dit que c'était un détail. Ça, c'est vous qui le dites. Moi, j'ai pas dit que c'était un détail. Et c'est pas pour ça qu'on ne peut pas constitutionnaliser le droit à l'avortement. L'un n'empêche pas l'autre. C'est ça, je comprends pas votre raisonnement. Et deuxièmement, placer ça sur un plan politique. Bah, excusez-moi. C'est le président de la République qui l'a placé sous un plan politique. Attendez, non, pas du tout. Les deux votes qui ont été à l'Assemblée nationale, les deux votes sur le même texte à l'Assemblée nationale et au Sénat ont balayé cet argument. Des tas de gens qui ne sont pas d'accord politiquement ont voté pour, y compris au Sénat où il y a encore 50 résistants. Bah, tant pis pour eux.
Voilà, c'est tout. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Non, mais comme à l'époque de la loi. Ils ont essayé par des amendements de transformer le texte. Oui, oui. Ils ont essayé. J'ai bien écouté la discussion au Sénat. Il y a eu 2 amendements, comme par hasard, du groupe LR, comme par hasard des 2 têtes de liste, M. Philippe Bas et M. Bruno Retailleau, qui sont, je crois, pas du tout contre la constitutionnalisation. Ils ont dû voter contre simplement pour essayer de transformer le texte, pour faire en sorte de gagner du temps. Enfin, non. Je crois. Est-ce une question toute simple? Alors, il y a un problème de timing. Alors, je regarde le chrono en même temps parce qu'il y a un réalisateur qui commence à se dire, oh là là, on fait la pause maintenant si tu préfères. Donc, voilà, je m'adresse au réalisateur. On va continuer ce débat-là. Comme ça, on passe la pause publicitaire, évidemment. Puis, on revient sur ce sujet de ce vote au Sénat et des lectures politiques aussi que l'on peut avoir derrière tout ça, parce que c'est intéressant et on en débat tous ensemble. À tout de suite. Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Christine Bouillot. Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Christine Bouillot. En compagnie de... Ça parle beaucoup en coulisses, mais on va continuer avec vous et partager les impressions de Christelle Nias, de Geneviève Götzinger, Alexandra Spinner et Jérôme Dubu. On en était donc à ce vote au Sénat hier. Donc on le rappelle, lundi, il y aura la réunion du Congrès pour donc inclure dans notre Constitution française, on sera le premier pays au monde à le faire, le droit à l'IVG. Alors il y avait un débat sur ce côté, pour certains en tous les cas, qui vous ne remettez absolument pas le droit à l'IVG. Bien sûr que non, c'est pour ça que le débat est biaisé. C'est compliqué. Oui, c'est compliqué de le dire, mais voilà. C'est compliqué. Vous disiez donc, et là-dessus on s'opposait, enfin en tous les cas vous n'étiez pas d'accord sur le côté symbolique et le timing qui était proposé. C'est une opération politique. De diversion. Ça a largement transcendé. Mais oui, merci. Non, c'est un hasard. Hein. C'est un hasard. Ça, c'est le calendrier parlementaire. Alors, Alexandra, et alors? Arrêtez d'être petit bout de la lorgnette avec les récupérations. Je comprends que ça gêne les 50 types qui hier n'ont pas voté pour. Oui, ça c'est que. Mais je répète à nouveau que nous l'aurions voté. Je trouve que le virage des Républicains est quand même pose problème. Mais moi je veux que les femmes puissent avorter vraiment. Voilà, dans les meilleures conditions. Mais non, vous voulez des symboles. Vous voulez vous faire plaisir. Vous voulez pouvoir dire que vous êtes un grand défenseur des libertés publiques. Mais pas du tout. Moi, je souhaite, effectivement, je trouve bien que mon pays, quelque part, soit leader dans un certain nombre de choses. Très bien, allez en Andorre pour régler le problème. Mais Andorre, c'est 80 000 personnes, on l'a dit. Ce sont des femmes qui, chaque année, ne peuvent pas avorter. C'est pas pour ça que vous n'allez pas voter la constitutionnalisation. Trouvez des arguments sérieux et solides. Mais je regrette que pour vous, des femmes qui ne peuvent pas avorter alors qu'elles ont été violées, ça ne vous pose pas problème. Moi, ça me pose un problème, vous voyez. Il y a des pays dans l'Union européenne aussi où ce droit est remis en question, donc peut-être que ça envoie un signal. Oui, alors, effectivement, dans le timing, je l'ai dit déjà ici, c'est un message délivré au monde. Voilà. Les députés européens de M. Orban, qui sont toujours dans le PPE, où siègent les députés LR, au Parlement européen. Voilà. Si vous voulez qu'on polémique là-dessus, on va polémiquer. Mais justement, c'est triste que ça devienne un sujet polémique quand en face, on n'a pas de solution. On pourra peut-être regarder aussi avec cette inscription, c'est d'être plus vigilant sur ce que vous dites, en tous les cas plus prégnant, dans les demandes de moyens pour permettre aux femmes d'accéder à une contraception, à une information, d'accord, à une politique familiale. C'est peut-être aussi l'occasion, mais effectivement. Peu plus, peu le moins. Voilà. On va poursuivre avec. On va parler des JO tout à l'heure dans le dernier quart d'heure, mais moi je voulais revenir avec vous sur la visite de Marine Le Pen hier au salon de l'agriculture, qui a donc lâché qu'elle se préparait comme il se doit à une 4e candidature à l'élection présidentielle. Et il y a aussi eu un petit recadrage de Jordan Bardella de sa part concernant les prix planchers à l'occasion de ce salon de l'agriculture, en disant voilà, c'est ce qu'on a dit, ce qu'il a dit, c'était pas tout à fait ce que nous on veut faire exactement, donc on sent là-dessus. Mais est-ce que vous pensez que la Bardella mania qui entoure le RN peut être à un moment donné une difficulté pour la présidente du Rassemblement national, cet effet? Alors, en termes de communicants, qu'est-ce que vous en pensez, Geneviève? Non, moi je pense pas. C'est vrai qu'il y a un rajeunissement. Mais enfin, il est quand même bien jeune pour prétendre être candidat à une élection présidentielle. Je pense qu'il y a un moment où la barrière de l'âge quand même s'imposera. Je pense qu'il est plutôt un atout pour Marine Le Pen, Jordan Bardella aujourd'hui, qu'un inconvénient. Il va pas lui faire de l'ombre. Je me posais la question. Non, je pense qu'il va l'aider. Je pense que c'est l'inverse.
Je vois mal une confrontation entre les deux dans la perspective de la désignation à l'élection présidentielle. Ça me semble... Un peu tôt. Voilà, un peu tôt, hors sujet. Certes, on a un très jeune Premier ministre de 34 ans, on a... je trouve ça très jeune, voilà, je trouve qu'on a un exécutif très jeune. Bon, pourquoi pas. Mais la marche de l'Élysée me semble encore assez infranchissable pour cette génération-là aujourd'hui. Est-ce qu'on peut parler d'un match dans le match avec au sein des DRN, Jérôme? Pour moi, il n'y a pas de match. Pour moi, il n'y a pas de match. Pour moi, il y a un lieutenant. Geneviève, je connais bien l'histoire du Front National puis du Rassemblement National. Et le Front National et le Rassemblement National, c'est d'abord une PME familiale. Les cordons de la bourse, les gens qui sont sur le terrain, les cadres qui sont sur le terrain, tout ça, c'est dirigé par Marine Le Pen et la famille Le Pen. Et on n'en sort pas. Alors peut-être qu'elle a pris un peu de ses distances, évidemment, avec son père, etc., mais ça reste une PME familiale. Et toute personne qui veut se mettre en face contre la PME familiale est éliminée. Regardez l'histoire, c'est tout à fait ça. Ils ont tous été débarqués. Maigret, etc., qui un jour ou un autre ont voulu prendre du pouvoir, ils ont été débarqués manu militari. Et je pense que Jordan Bardella a bien lu ça, et qui est tout à fait conscient de ça, et qui sait très bien que pour le moment, c'est encore la famille Le Pen. Voilà. Et le fait qu'elle ait annoncé aussi un ticket, elle candidate si elle est élue, elle me prendra Jordan Bardella comme Premier ministre, le fameux ticket comme à l'américaine un peu. Oui, moi je crains, hélas, comme l'a dit Geneviève, que Bardella soit un atout majeur pour Marine Le Pen. Voilà. On voit bien, vous savez, je pense qu'il faut aussi faire face à la réalité. Il est extrêmement populaire, notamment chez les jeunes, bien que nous ayons une grande fierté. Voilà, un sondage qui nous dit que LR est le parti préféré auprès des jeunes. Voilà, préféré des jeunes. Donc, chapeau. Voilà. Non, mais c'est les jeunes, c'est façon Tintin, de 7 à 77 ans. Non, Jérôme. Soyez pas jaloux. Donc voilà, maintenant, moi je crois que tout ça doit nous interroger sérieusement sur la façon que nous avons on peut faire de la politique sur TikTok ou pas? Hélas, oui, parce qu'aujourd'hui, c'est surtout Enfin, il y a TikTok, puis après, il y a ce qui se passe dans les réseaux sociaux. Oui. Alexandra, est-ce que la transposition est aussi facile aujourd'hui? Est-ce que la fascination... En tout cas, moi, je vois plus souvent Monsieur Bardella sur TikTok qu'à la région, où il est censé siéger, où il n'est jamais. Voilà, ça c'est dit. Il y a plus de questions de fond. En réalité, le débat est complètement amoindri parce que on en discutait tout à l'heure. Qui a quitté tel parti? Est-ce que Bardella est bien coiffé ou a fait une sortie à tel endroit? Enfin, je veux dire, c'est plus les sujets aujourd'hui. C'est plus la forme. Est-ce qu'il a l'air sympa? Est-ce qu'il est jeune? Enfin, et aujourd'hui, les questions de fond sont pas traitées. Et on le voit. Et d'ailleurs, en ne traitant pas les questions de fond, on renvoie de plus en plus d'électorats, vers les extrêmes, quels qu'ils soient. C'est tout le problème. D'ailleurs, vous voyez bien que Marine Le Pen, elle ne fait pas grand-chose. Elle est là, elle attend, elle récolte. Elle est dans une posture très sage, je dirais très sereine. Il faut montrer l'apaisement, il faut rassurer. Très apaisée, très rassurante finalement. Et c'est ce qui est inquiétant, enfin à mes yeux, c'est ce qui est profondément inquiétant. C'est pour en revenir au débat de tout à l'heure. Vous disiez aujourd'hui rien n'est menacé, mais 2027 tout peut être menacé. Enfin bon, donc c'est... Oui, mais ce n'est pas en faisant de la communication et en ne traitant pas les problèmes de fond. Je crois qu'on y mettra un terme. Exactement, en réalité. je suis parfaitement d'accord. Là aujourd'hui, les Français attendent vraiment qu'on arrive à opposer des solutions. Quand ils parlent d'impunité, de voir qu'ils n'ont pas de solution au quotidien. On est en plein dans l'augmentation d'absolument tout pour le quotidien des Français. Ils n'ont pas de réponse et aujourd'hui, on leur parle de moments historiques. Je ne dis pas que ça n'est pas le cas. Je dis juste que il faut pas croire que les habitants et les Français ne comprennent pas qu'aujourd'hui on est dans l'ère du tout communication et que leurs problèmes de fond et les problèmes du quotidien ne sont pas résolus. Et quand ils vont arriver sur les problèmes du quotidien, ils vont se tourner vers le front. Voilà. Parce qu'ils auront le sentiment mais ce duo, et c'est un problème. Marine Le Pen-Macron, c'est Macron lui-même, c'est le président de la République lui-même qui l'a instauré. Et on est tous piégés par cela. Mais bien sûr. D'abord, Jean-Marie Le Pen était au deuxième tour. Jean-Marie Le Pen était en 2002 au deuxième tour face à Jacques Chirac. Monsieur Macron n'existait pas. Vous vous souvenez du score de Jacques Chirac? D'accord, mais il était au deuxième tour pour la première fois. Contre quelqu'un qui, je crois, était de notre famille, puisque j'en faisais partie, qui était de notre famille politique. Monsieur
Monsieur Macron n'était pas là. Oui, mais à force d'agiter le Landerneau. Deuxièmement, non, mais attendez, la montée du Front National, c'est pas Macron. Et deuxièmement, ce sont les Français qui choisissent. C'est pas Monsieur Macron qui impose Madame Marine Le Pen au deuxième tour. Il y a un premier tour. Je suis désolé, votre candidate a fait 4,5% des voix. Bon, c'est comme ça. Les Français n'en ont pas voulu. C'est dur à dire, mais c'est comme ça. Et d'autant que c'est une amie, donc je la respecte. Mais enfin, si vous voulez, c'est quand même au premier tour les Français qui ont choisi. Les Français ont choisi Macron et Le Pen. C'est comme ça. Ne dites pas que c'est Monsieur Le Pen qui a imposé aux Français le fait que ce soit Madame Le Pen et Monsieur Macron. C'est pas vrai. C'est les Français qui ont choisi. Et Geneviève ensuite. Non, mais si la campagne s'était faite sur des idées, sur du bilan, sur un projet, ça fait plus de 20 ans, voire même plus, qu'on est en train de, à chaque fois qu'on veut se faire élire, on agite le landerneau du Front National. Si vous ne votez pas pour moi, de l'autre côté, vous allez avoir les extrêmes qui vont monter. Et en croyant, et c'est très dangereux, parce que je pense pas qu'en 2027, il faut croire que les Français hésiteront, je pense, le Front républicain, peut-être qu'il ne marchera pas en 2027. Il faudrait. Il a déjà volé en éclats. On est bien d'accord. Mais alors, et de ne pas traiter les problèmes de fond. qu'on entende tout le monde. Non, mais voilà. Moi, je suis assez d'accord avec Alexandre là-dessus. Moi, je pense que Macron a quand même une part de responsabilité et a voulu d'imposer le match. Oui, a voulu imposer ce match parce qu'il savait que ce match-là, il le gagnerait forcément. Si les Français ne voulaient pas de ce match, ils auraient voté pour quelqu'un. Non, mais là, je parle de campagne présidentielle alors que c'est les européennes. Il y avait 12 candidats en 2022. Je parle de sa stratégie politique de dépassement des clivages et de dépassement et qui a conduit finalement à l'effondrement des partis traditionnels. Donc à partir de là, à partir du moment où les partis traditionnels comme LR et le PS représentent, comme vous l'avez dit très justement, moins de 5% pour Valérie Pécresse et 1 et quelques, je crois, pour 1,7. Voilà, 1,7 pour Anne Hidalgo. Donc à partir de là, il pose un match différent et il a contribué à le faire en dépassant ces partis traditionnels. Moi, je pense qu'après lui... on sera plus dans ce dépassement-là et vont se reconstituer une force plutôt de droite et une force plutôt de gauche de gouvernement et LR retrouvera, à condition que vous teniez des discours et le Parti Socialiste aussi, mais retrouveront un positionnement parce que ce dépassement-là, c'est nécessaire pour la démocratie. Il ne tient que par la personnalité et la personne d'Emmanuel Macron. Ils n'en foutent rien, enfin, passez-moi l'expression. Qu'est-ce qui s'est passé entre 2017 et 2022, qu'est-ce qui s'est passé dans ces partis-là? Rien. Rien, ils ont géré leurs petites boutiques avec leurs petits élus, leurs petites investitures. Et total, les Français ont bien senti que ces gens n'avaient rien à proposer. Ils les ont mis une à 4,5% et l'autre à 1,7%. Allez, on continue sur les sujets. Alors, on ouvre une page Jeux Olympiques en 2024. Le chef de l'État a reçu les clés ce matin de cet énorme village olympique situé en Seine-Saint-Denis. Alors, les chiffres sont impressionnants. Je crois qu'il y a 7000 logements. Il y a eu près de 2000 entreprises qui ont travaillé. Le chantier se termine à l'heure, je le souligne, parce que beaucoup étaient sceptiques. Et c'est la ville de demain qui est sortie de terre au nord de Paris. Vous êtes d'accord avec ça, les Parisiens? Je pose la question. Ah mais non, mais ce village olympique, c'est un grand succès. C'est vrai? Alors, non, c'est l'ironie. Non. Vous l'avez visité? Oui, je l'ai visité. En construction, il y avait 36 grues. C'est le plus grand chantier de bâtiment d'Europe. 36 grues, moi j'ai jamais vu ça. Voilà. Oui, il y avait 4000 salariés. Il a été livré à l'heure et vous avez oublié de dire que les coûts de la réalisation des équipements n'ont pas été dépassés. N'ont pas dépassé. On est à 4 milliards et quelques comme prévu. Bon. Donc c'est plutôt... Moi je suis plus inquiet sur la suite des JO, voilà, sur la reconversion. Il se donne un an. Il y a beaucoup de logements qui vont être à vendre. Oui. Ils se donnent un an et ils attendent... D'abord, la conjoncture, on en a parlé tout à l'heure, est très mauvaise dans l'accession à la propriété. Et deuxièmement... Oui, mais il y a un manque de logements en même temps. Oui, mais là, c'est des logements qui sont, à mon avis, un petit peu chers. Bon, enfin bref. D'accord. Mais c'est un grand succès. Alors, on va me dire, mais 2024, il fallait pas le faire parce que ça va servir Monsieur Macron. Donc non, pas du tout. Ça, c'est le délire paranoïaque. 2025, pour pas que ça serve à Monsieur Macron, voilà. Vous savez que nous, à la région, on soutient... une grosse part de financement de la région.
les Jeux Olympiques et Paralympiques. Absolument. Et nous sommes très fiers d'être ce partenaire privilégié. On attend ça avec impatience et on est prêt. Et ça va être un événement mondial, magnifique. Et l'Île-de-France sera tous ceux sous le regard du monde entier. Tous ceux qui l'ont visité disent effectivement c'est un petit bijou d'architecture urbaine avec des parcs, etc. Puis on a le droit de dire aussi parfois que tout va bien, que c'est bien. C'est pas mal. Hein. Oui, c'est pas mal. Ça fait du bien. Ça fait du bien. Alors, voilà, on a dit que ça tout va bien. Mais il y a une ombre qui plane sur les Jeux Olympiques avec cette menace de grève généralisée pendant toute la période de la compétition cet été. Des grèves dans les transports, à tous les niveaux. Donc ça pourrait effectivement être l'embouteillage et la paralysie. Et le patron des JO, le président de la candidature, Tony Estanguet, qui appelle à une trêve sociale pendant les JO. Pour l'instant, on en est encore un peu loin. On fait monter la sauce. Mais est-ce que vous êtes inquiet? Vous dites ça va s'arranger le jour J. C'est dommage pour l'image de la France. C'est à qui de gérer ça? Qui veut s'attaquer au sujet, à la montagne? Alexandra, je sens que... Oui, un peu inquiète quand même, parce que voilà, c'est évidemment un moment idéal pour revendiquer. Maintenant, j'en appelle à la responsabilité de chacun. Enfin, la France va être sous le regard du monde entier. Si on pouvait éviter de se ridiculiser, ce serait bien. Enfin, je veux dire, tout le monde tout le monde se réjouit. Voilà. Maintenant, oui, j'espère qu'il ne faudra pas acheter la paix sociale. C'est une question à laquelle on va répondre dans un instant. On s'arrête et on vous retrouve tous les 4 pour débattre dernière ligne droite de notre émission jusqu'à midi. À tout de suite. Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Christine Bouillot. Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Christine Bouillot. En compagnie de Christelle Niasme, Geneviève Götzinger, Alexandra Spinner et Jérôme Dubu. Alors, on clôt rapidement cette demande de trêve sociale pendant les JO de la part de Tony Estanguet, jour où on reçoit les clés du village olympique à Paris et les Jeux paralympiques. On les oublie pas non plus. Alexandra disait avant la pause, peut-être qu'on va devoir acheter la paix sociale. Il y a encore un petit peu de temps, mais Geneviève, est-ce qu'il faut lâcher du lest et assurer, on va dire, la bonne tenue de ces JO? Oui, il faut éviter qu'on soit quand même la risée du monde entier. Avec des métros qui ne marchent pas, exactement. Des manifs. Non, exactement. Je pense que la vie va être quand même compliquée pour les Parisiens, pour les habitants de Paris, avec des restrictions de circulation, etc., etc. Si en plus, effectivement, on ne peut pas prendre les transports en commun, on ne peut pas se déplacer, ça va devenir complètement invivable pour les rares Parisiens qui vont rester là pendant les JO et les Jeux paralympiques. Donc, je dirais pas qu'il faut acheter la trêve sociale, mais il faut quand même négocier en amont. C'était ironique. Ce sera l'occasion de faire entendre peut-être pour certains des sujets importants. Moi, je rapporte encore à mon territoire où en ce moment on se questionne sur l'augmentation du trafic aérien. On réclame une demi-heure de sommeil en plus. Donc, ce sera peut-être l'occasion de faire entendre nos difficultés chez nous. Il y a d'autres territoires qui demandent cette demi-heure de sommeil. Je suis optimiste sur les transports en commun. Je pense qu'on a un très bon président de la RATP. Jean Castex. Il sait négocier, il sait recevoir les syndicats, il va trouver des solutions. À la SNCF Castex aussi. 2027. Je suis beaucoup plus inquiet sur la circulation des voitures et des transports, puisque Madame Hidalgo continue à emboliser la capitale, comme elle l'a fait depuis le début de son mandat, de son premier mandat, en 2014. Elle continue, place de la Concorde, place de l'Étoile, place Charles de Gaulle, place de l'Étoile. Tout ça est fait pour emboliser la circulation. Donc elle nous demande aux Parisiens de rester à Paris, pendant les JO, parce que ça serait une connerie, a-t-elle dit, de partir. Quand même un peu. Mais encore faut-il qu'on puisse bouger et se déplacer. Mais on ne pourra pas, en fait. Alors, je me fais le porte-voix aussi, parce qu'on parle souvent de ce sujet des Jeux Olympiques, des gens qui sont en province, qui se disent les Parisiens se plaignent tout le temps, mais en province aussi, on regarde tout ça et on est intéressé par ce qui se passe quand même. Les Jeux Olympiques sont un événement tellement colossal et on verra aussi si la France des territoires bénéficiera de l'effet olympique. Ça sera parmi les bilans. Mais il y a beaucoup de gens de province qui viennent à Paris pour les Jeux Olympiques. Petit constat aussi, tout le monde annonçait que ça allait être, je crois que c'est les Échos qui ont fait un papier cette semaine en disant ça va être, on annonçait que ça allait être vraiment dynamique et tout ça. On est encore un petit peu sceptique sur les retombées qu'il peut y avoir et sur l'effet waouh des Jeux Olympiques en termes d'attractivité économique. Donc affaire à suivre. Il nous reste 5 petites minutes et je voulais revenir avec vous donc sur cette une
du Parisien, mais également ce soir nos amis d'Envoyé spécial qui font donc une enquête très serrée sur le cas Gérard Miller. Alors c'est pas le seul, hein, il y a l'affaire PPDA aussi, puisqu'on a appris qu'il y avait 2 autres femmes qui avaient été qui rentrent aussi dans les accusations contre l'ancien journaliste. C'est la fin. Est-ce qu'on est vraiment pour vous 4, et je m'adresse à vous d'abord, mesdames, est-ce qu'on est dans une sorte de fin d'impunité? Les langues se délient, ou on en est qu'au début? Je rappelle aussi que Judith Godrèche est entendue en ce moment au Sénat. Est-ce qu'il y a encore comme ça des choses qui sont sous le tapis et qu'on aura du mal et qu'il faut continuer à aller dans ce sens de la libération des paroles? Alors moi je me réjouis évidemment de la libération de cette parole des femmes. Je les trouve toutes extrêmement courageuses. Elles sont très courageuses. Moi j'étais très émue de voir Judith Godrèche parler comme ça debout. Voilà, tous ces Gérard Miller et autres qui ont bénéficié quand même d'une certaine complaisance. Parce que vous ne me ferez pas croire, c'est comme Monsieur Duhamel, que personne n'était au courant. Ça n'est pas possible. Donc, se dire que tout ça c'est terminé, j'espère que cette révolution ira jusqu'à son terme, vraiment. Maintenant, on voit bien qu'on a un vrai sujet avec les mouvements féministes dans le monde entier, et que tant que le féminisme sera idéologique, les femmes ne seront pas protégées partout. Voilà. Donc oui, la parole doit se libérer, mais quand les femmes sont maltraitées, abusées, violées, ça doit être dénoncé partout. Et à tous les niveaux. Et à tous les niveaux. Qu'est-ce que vous en pensez, Geneviève? Moi, je suis quand même étonnée par l'ampleur de l'affaire, des affaires, l'ampleur de ce phénomène. En fait. L'impunité totale. L'impunité, l'ampleur de la prédation, en fait, qui a prévalu pendant des années. Je n'en reviens pas, enfin, parce que je n'aurais jamais pu imaginer que ce soit à ce niveau-là. Donc, effectivement, la libération est une bonne chose. Les femmes doivent être protégées partout. Donc chez nous, là encore, voilà, c'est le cas. C'est de plus en plus le cas. Mais je pense aux femmes qu'on excise. Je pense aux petites filles en Afghanistan qui vont plus à l'école. Je pense, c'est un combat mondial et effectivement, c'est un féminisme de combat, mais qui est tout sauf le wokisme. On est d'accord là-dessus. Ça doit pas du tout être ça. Ça doit être quelque chose de féminisme, c'est un très combat serein, de très déterminé, et de très universaliste. Vous parlez de ça, de toutes les petites filles, etc. Moi, je me posais la question de décorréler ces affaires-là avec les jeunes femmes, les femmes qui sont anonymes, lambda, cet effet de libération de la parole. Ça leur donne du courage. C'est quelque chose qu'il faut continuer et encourager, parce que certains disent c'est le showbiz, c'était dans les pratiques, c'était une autre époque, etc. Dans le cas de Judith Godrèche, par exemple. Ce sont les vertus de l'exemplarité. Je pense qu'il y a des jeunes filles qui ont vu Judith Godrèche et d'autres femmes courageuses témoigner et qui se disent eh bien ce que je subis avec mon patron, avec mon conjoint, dans ma famille, ça n'est pas acceptable, ça n'est pas normal et je dois le dénoncer, je peux le dénoncer et je suis en sécurité si je le dénonce. Oui, je pense que c'est presque rassurant sur la société qu'on est en train de devenir, parce que c'est vrai qu'il y avait cette impunité. Faut pas oublier que le viol est pénalisé que depuis 40 ans. C'est pas vieux. Et aujourd'hui, on est au-delà, on est en train de casser le statut du prédateur. C'est-à-dire qu'il y a effectivement pas de... peu importe qui est ce prédateur, on peut aujourd'hui dénoncer et aujourd'hui aller vers une figure d'amélioration. Donc le message de fond, il est extrêmement puissant. On parle du statut de la femme et on est aussi en train de parler d'une évolution sociétale, de la société et qu'on veut être demain. Comment la femme aujourd'hui peut évoluer sainement et sereinement dans son environnement. Et donc là, ça touche absolument à tout, au fondement même de notre société. On rappelle quand même qu'une information judiciaire, une enquête préliminaire a été ouverte vendredi dernier par le parquet de Paris dans le cas donc de Gérard Miller, qui reste présumé innocent évidemment, qui a le droit de se défendre de ces accusations. Bien sûr, il a le droit à la présomption d'innocence, mais il est quand même la caricature de tout ce que nous dénonçons. Ouais, c'est pour ça. Jérôme. Mais non, mais il y avait, moi je suis tout à fait d'accord avec ce qui a été dit, je n'ai quasiment rien à ajouter, simplement pour vous dire que tout ça, c'est la même génération. Alors, ça continue maintenant, malheureusement, sous d'autres formes et parfois de manière extrêmement violente, parce que ce qui se passe au quotidien, c'est très, très difficile, mais cette génération, il est interdit d'interdire. Bon, on a vu ce que ça donnait. Il est interdit d'interdire, on a vu ce que ça donnait.
Vous regardez tous ces gens-là, Duhamel, les cinéastes, Monsieur Miller, et bien d'autres, c'est la même génération. Enfin, on voit tout était permis. On voit avec le MeToo garçon quand même. Oui, il y a un MeToo garçon qui arrive. Eh bien, dans une société organisée, aussi la nouvelle génération. Et évoluée, tout n'est pas permis. Tout n'est pas permis, et notamment ça, qui doit être condamné fermement. La justice en saisit et donc la vérité judiciaire en sortira certainement. Voilà ce qu'on pouvait dire sur cette affaire-là. Merci à tous les quatre. Merci. Belle journée. Bon 29 février. Oui. Dans un instant, juste après l'info de midi, vous avez rendez-vous, mesdames, messieurs, avec André Berkoff. Et moi, je vous dis demain, rendez-vous au Salon de l'Agriculture. Sud Radio, depuis le matin jusqu'à 14h. On est au Salon de l'Agriculture sur le stand de la coopération agricole. Donc, du petit matin à André Berkoff. Vous n'hésitez pas à passer nous voir si vous le souhaitez. Très belle journée et à demain. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai.